Le chapitre Françaises et Français dans une République repensée, les nouveaux enjeux politiques, sociaux et culturels constitue le huitième chapitre d'histoire de la classe de troisième. L'opinion publique est la représentation collective de la manière de penser d'une société. Elle peut être parfois influencée par des sondages et par les différents médias, comme la radio, la télévision, la presse écrite ou bien encore Internet. Lors d'une campagne électorale, les médias comme la télévision se doivent d'équilibrer le temps de parole pour chaque candidat afin de respecter la démocratie. Lors des dernières élections, des fake news ont joué un rôle important dans la campagne électorale. La problématique du chapitre est la suivante. Comment la République française a-t-elle été repensée et refondée à la Libération? Comment la Cinquième République transforme-t-elle les institutions et les pratiques politiques? Et enfin, quelles sont les transformations de la société française depuis la seconde moitié du XXe siècle? La refondation républicaine débute à la Libération. Cependant, De Gaulle refuse de proclamer la République, qui selon lui n'a jamais disparu, puisqu'elle était incarnée par la France libre. Pendant que la France se libère progressivement et que la refondation républicaine est en route, les violences de l'épuration spontanée se multiplient. Ces actes peuvent prendre la forme de la tonte de cheveux des femmes qui ont eu des relations avec l'ennemi. Pour mettre un terme à l'épuration spontanée, le GPRF, qui regroupe les différents courants de la résistance, lance une épuration légale qui passe notamment par des sanctions disciplinaires et des jugements. C'est ainsi que le maréchal Pétain est condamné à mort en août 1945 pour trahison. Le général de Gaulle va transformer la sentence en détention à vie. En 1944, le GPRF, dirigé par le général de Gaulle, donne le droit de vote aux femmes qui en bénéficient pour la première fois aux élections municipales de 1945. Cet acte est ainsi un remerciement à l'effort de guerre et à leur participation dans la résistance. Les femmes peuvent désormais voter et également être élues. Le gouvernement va également engager d'importantes réformes économiques et sociales, à commencer par la nationalisation de nombreux secteurs clés comme les transports, avec l'entreprise Renault, mais également les ressources énergétiques avec la création de EDF et GDF. Les réformes vont se poursuivre avec le développement d'un État-providence qui va notamment s'appuyer sur la création en 1945 de la sécurité sociale. Cet organisme prend notamment en charge l'assurance maladie tout en mettant en place un système de retraite. Le GPRF organise l'élection d'une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution. En désaccord avec le projet constitutionnel rédigé par l'Assemblée, De Gaulle démissionne le 20 janvier 1946 et se retire dans sa demeure à Colombey-les-Deux-Églises. Le 13 octobre 1946, la nouvelle constitution est adoptée par référendum par le peuple français. Cela permet d'associer les Français au processus de refondation républicaine. L'année 1946 marque donc le début de la quatrième République. Dans ce nouveau régime, le président de la République est élu par le Parlement et n'a donc qu'un pouvoir relativement faible. La quatrième République est un régime fragile qui connaît de nombreuses crises liées au processus de décolonisation, notamment en Algérie. Les gouvernements de la quatrième République se succèdent donc sans parvenir à résoudre la crise. Le 13 mai 1958, les Français d'Algérie qui craignent l'indépendance se soulèvent. L'armée prend alors le pouvoir en Algérie et oblige le président du Conseil français à démissionner. Le président de la République, René Coty, appelle alors le général de Gaulle à la présidence du Conseil pour former un gouvernement afin de résoudre la crise algérienne. Ce dernier décide alors d'accepter, mais à une condition, rédiger une nouvelle constitution et lancer la France dans une cinquième République. De Gaulle demande les pleins pouvoirs pour 6 mois pour pouvoir rédiger une nouvelle constitution et créer ainsi la Cinquième République. Dans cette dernière, le président dispose d'un pouvoir fort puisqu'il est le chef des armées, il nomme le Premier ministre, il peut dissoudre l'Assemblée nationale et il peut consulter le peuple par référendum. En 1962, justement, les Français votent oui au référendum leur demandant s'ils veulent élire directement le président de la République française. Désormais, c'est donc le peuple qui vote directement pour élire son président tous les 7 ans. C'est ainsi que De Gaulle va être réélu en 1965. De Gaulle a mis en place d'importantes campagnes de communication basées sur des voyages en province ou bien encore sur de nombreuses déclarations télévisées. Il cherche ainsi à maintenir un lien direct avec les Français. De Gaulle veut également réaffirmer le prestige de la France à l'échelle internationale. Pour cela, il lance en 1960 les premiers essais français afin de doter de l'arme nucléaire. Cela lui permet de faire peser davantage le pays dans les relations diplomatiques. Il va également réaffirmer l'indépendance de la France vis-à-vis des États-Unis dans un contexte de guerre froide. À l'échelle nationale, il va moderniser le pays en développant notamment la construction de centrales nucléaires ou bien encore d'autoroutes. Il va favoriser l'accès à la culture pour tous et rendre l'école obligatoire jusqu'à 16 ans.
À la suite de la crise de mai 1968, De Gaulle décide de ne pas démissionner, mais de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale afin d'organiser de nouvelles élections législatives pour élire de nouveaux députés. Le parti du général remporte les élections législatives, mais De Gaulle sort très affaibli de la crise. Un an et demi après les événements de mai 68, le général de Gaulle lance un nouveau référendum. Il propose aux Français une réforme sur les régions et le Sénat. Les Français refusent cette loi à 52,50%. De Gaulle prend cet échec comme un désamour à son encontre et démissionne le 28 avril 1969. En 1969, Georges Pompidou est élu président de la République française. C'est un proche de De Gaulle qui va lancer de nombreuses lois afin de renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment au niveau des salaires. Il dirigera le pays jusqu'à sa mort en 1974 d'une longue maladie. C'est le seul président de la Ve République à décéder lors de son mandat. Valéry Giscard d'Estaing est élu président en 1974. Dès son arrivée au pouvoir, il demande à sa ministre de la Santé Simone Veil d'établir une loi sur l'avortement. C'est la fameuse loi de 1975 sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Il va également abaisser le droit de vote à 18 ans et va autoriser le divorce par consentement mutuel et non plus seulement par faute. Au début des années 80, la France est plongée dans une crise économique et le chômage se développe. Le socialiste François Mitterrand devient le premier président de la Ve République de gauche. On parle d'alternance. En 1986, la droite gagne les élections législatives et l'Assemblée nationale bascule à droite. François Mitterrand est alors obligé de nommer un Premier ministre de droite, à savoir Jacques Chirac. C'est une cohabitation. En 1988, Mitterrand est réélu, mais en 1993, la droite gagne les législatives et Édouard Balladur devient Premier ministre. C'est la deuxième cohabitation. La présidence de Mitterrand marque de nombreuses réformes comme l'abolition de la peine de mort par le ministre Robert Badinter. De nombreuses mesures sont également prises en faveur des salariés, comme l'augmentation du SMIC, la diminution de la durée de travail hebdomadaire à 39 heures, la cinquième semaine de congés payés et la retraite qui est abaissée à 60 ans. Jacques Chirac est élu président de la République en 1995. 2 ans plus tard, les socialistes gagnent les élections législatives et le président de droite doit donc nommer un Premier ministre de gauche, à savoir Lionel Jospin. En 2000, Jacques Chirac décide d'abaisser la durée du mandat présidentiel à 5 ans au lieu de 7 ans. On passe donc d'un septennat à un quinquennat. Le président de la République est donc désormais élu pour 5 ans. Si les mandats de Jacques Chirac sont restés célèbres notamment pour son refus de la participation à la Deuxième Guerre du Golfe lancée par George W. Bush en 2003, il ne faut pas oublier également sa victoire en 2002 au deuxième tour des présidentielles face à un adversaire inattendu, à savoir Jean-Marie Le Pen. En effet, le leader du Front National a battu au premier tour le socialiste Lionel Jospin. Les Français vont manifester en nombre entre les deux tours pour faire barrage au Front National et appeler à voter Chirac. Ce dernier sera donc réélu pour 5 ans avec un score record de 82%. En 2007, Nicolas Sarkozy devient président de la République en affrontant pour la première fois de l'histoire de France une femme au second tour, à savoir Ségolène Royal. La présidence Sarkozy est marquée par une grave crise économique qui plonge le pays et l'Europe dans une situation économique très délicate. En 2012, le socialiste François Hollande bat le président sortant Nicolas Sarkozy en second tour et devient président de la République. Son quinquennat sera marqué entre autres par la loi Taubira qui autorise le mariage pour tous. Il aura gouverné dans un contexte marqué par le développement du terrorisme et notamment les attentats de l'année 2015, à savoir ceux de Charlie Hebdo, des terrasses, du Stade de France ou bien encore du Bataclan. À partir des années 1960, des féministes revendiquent plus d'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que le droit à disposer librement de leur corps. La contraception est légalisée en 1967 et l'avortement, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est autorisé grâce à la loi Veil de 1975. De 1945 à 1974, la France connaît une période de prospérité marquée par une forte croissance économique. On parle des Trente Glorieuses. Durant cette période, l'État et les entreprises encouragent l'arrivée de travailleurs immigrés, notamment dans le bâtiment ou l'automobile. Ils s'installent en nombre dans des bidonvilles, puis dans les grands ensembles de banlieues. En 1974, avec la montée du chômage, la France ferme ses frontières à l'immigration. Néanmoins, elle autorise en 1976 le regroupement familial. À partir de 1974, le chômage connaît une très forte progression. Il frappe principalement les jeunes, les femmes et les ouvriers sans qualification. Les personnes pauvres reçoivent alors des aides sociales ainsi que du soutien de la part d'associations comme les Restos du Cœur qui sont lancées par l'humoriste Coluche. En 1988, l'État crée le RMI qui assure à toute personne un revenu minimal. Entre 1945 et 1960, les femmes françaises ont en moyenne 2,5 enfants contre 1,5 avant la guerre. On parle de baby-boom.
Les établissements scolaires et universitaires doivent donc faire face à un afflux d'élèves et sont surchargés. En mai 68, les étudiants qui développent de plus en plus une culture jeune réclament davantage de liberté et de reconnaissance. Ils sont bientôt rejoints par les ouvriers qui se mettent en grève. Le général de Gaulle démissionnera l'année suivante. Les jeunes devront attendre 1974 pour obtenir la majorité à l'âge de 18 ans. Les lois sont le long processus qui mobilise tous les acteurs de la démocratie, du président de la République jusqu'au simple citoyen. Si l'initiative d'une loi vient d'un député ou d'un sénateur, on parle de proposition de loi, alors que si cela vient du gouvernement, on parle de projet de loi. Ce qui est arrivé en 2012 avec la loi Taubira. En effet, la ministre de la Justice est venue au Conseil des ministres avec un projet de loi autorisant le mariage homosexuel. Pour que la loi soit adoptée, elle doit être votée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés et les sénateurs peuvent soumettre au vote des amendements afin de faire évoluer la loi. Enfin, le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier que la loi est conforme à la Constitution. Une fois qu'il donne son accord, c'est le président qui promulgue la loi. Elle est ensuite mise en application lorsqu'elle est publiée au journal officiel. La loi Taubira sur le mariage pour tous aura mis plus de 6 mois entre le moment où le projet de loi est déposé et le moment où la loi entre en application.